Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Philippe Cochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire LR de Caluire, vous êtes aussi le président du groupe d'opposition de droite Lyon Positif, Métropole Positif, pardon. On n'a entendu que vous à la dernière session de la métropole, vous avez fustigé la gauche boulgour, vous assumez finalement une opposition du clash permanent ? Non, ce n'est pas le clash permanent, simplement je pense qu'au bout de pratiquement 2 ans et demi d'exercice, on voit très concrètement comment fonctionne cette métropole. Et je pense que l'exécutif métropolitain n'a pas vraiment compris les attentes aujourd'hui de la population. Et nous avons changé de nom, on s'appelle la métro positive, parce que justement on n'entend parler que négativement de la métropole. Et bien nous, au contraire, notre groupe, on pense que la métropole peut être un atout pour l'ensemble des habitants de la métropole. Et donc c'est la raison pour laquelle on veut la rendre agréable et plaisante pour chaque habitant de la métropole de Lyon. Alors, le sujet qui a causé le plus de fâcheries, c'est évidemment la ZFE, la zone à faible émission. Caluire fait partie des zones concernées. Vous étiez partie prenante de ce projet. Ça a été voté à l'unanimité au départ, et maintenant, ça devient le symbole des politiques écologistes dont vous ne voulez pas. Alors absolument pas. Alors tout d'abord, on va mettre les choses au clair. On est pour la zone de faible émission. Mais par contre, on est pour la zone de faible émission version règlement national, c'est-à-dire ça s'appelle une loi. Nous sommes opposés à une version ZFE à la sauce locale, c'est-à-dire où on veut aller plus loin que la loi. Derrière, si vous voulez, et en plus la commune de Caluire-et-Cuire, elle était tout à fait favorable, notamment sur la version initiale qui avait été initiée par David Kimmelfeld lorsqu'il était à la tête de la métropole, qui était notamment d'éliminer les véhicules polluants, des véhicules notamment professionnels. Après, c'était une deuxième étape avec des aides qui étaient à l'époque conséquentes et envisagées. Et concernant le particulier, c'était une étape supplémentaire qui devait se faire. Là, la règle du jeu a changé. C'est le cas idéal. Vous rentrez, par exemple, pour un match de foot, on vous dit, attendez, non, on joue plus au pied, on joue à la main. C'est pas possible. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et je pense que c'est méconnaître également la supportabilité dans une période compliquée aujourd'hui. Et vous le savez, nos concitoyens ont plus des inquiétudes sur leur capacité à pouvoir honorer leurs factures, notamment de chauffage ou d'électricité dans les mois qui viennent, plutôt que d'envisager d'ores et déjà à changer leur véhicule. Je rappelle que la volonté... Il y a quand même 100 millions d'euros qui sont mis sur la table par la métropole pour accompagner les gens notre groupe, et j'ai posé la question, est-ce que vous avez fait une estimation de ce que représenterait le montant versé de 2 000 euros à échelle de 300 000 personnes qui pourraient potentiellement le demander? C'est juste incroyable comment une collectivité, si tant est que ce soit le cas, même s'il n'y en avait que la moitié, mais ce sont des sommes que la métropole est dans l'incapacité aujourd'hui d'honorer. Donc ça n'est pas sérieux, et je pense que, si vous voulez, il y a beaucoup d'affichage, mais derrière, il y a une méconnaissance de ce qui se passe. Et d'ailleurs, on a suggéré une autre possibilité, c'est que le président de la métropole de Lyon écrive à chaque possesseur de véhicule, donc en fonction bien sûr du critère qui à terme vont imposer de changer le véhicule, pour que chaque propriétaire soit au courant suffisamment à l'avance pour pouvoir changer. Vous n'avez pas la possibilité légale que le préfet ne lui permettait pas, écoutez, au nom du respect des fichiers informatiques. Moi, je suis quand même assez étonné. Quand on est en responsabilité, on se remue. Enfin, on fait en sorte de trouver des solutions. Et d'ailleurs, notre groupe a fait poser une question, et notamment a demandé à Alexandre Vincendet, donc nouveau député, de poser une question au ministre de l'Intérieur pour que, à ce moment-là, il puisse y avoir la possibilité pour le président de la métropole, via la préfecture, parce qu'il y a ce qu'on appelle le RGPD, donc on ne peut pas transmettre des communications, des coordonnées bien sûr sans autorisation, que via la préfecture, le président de la métropole puisse écrire à chaque possesseur de véhicule pour dire, écoutez, voilà, en 2023 vous êtes concerné, en 2024, en 2025 ou en 2026, de manière à ce que les gens puissent anticiper et puis qu'ils sachent quelles aides potentielles ils peuvent avoir, et également essayer d'anticiper un achat de véhicule, sachant que tout ça n'est pas accessible à tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse sur cette partie-là. Vous dites sur le calendrier, vous les accusez d'aller trop vite. Leur réponse, c'est de dire, mais regardez ce qui se passe dans les autres métropoles, notamment à Marseille, c'est plus brutal, il y a moins d'accompagnement, c'est géré par la droite. Regardez dans le Grand Paris, les critères 2, ce sera dès 2024. Alors ça, c'est exactement le type d'argument de gens qui disent « Oui, mais les gens en France sont super contents de ce qui se passe à la métropole de Lyon. » Écoutez, il faudra qu'ils nous les présentent parce que moi, j'en vois pas beaucoup. Après, sur les autres métropoles, au niveau des accompagnements, je pense qu'il y a des variations qui peuvent être importantes. Mais en tout cas, la solution, et ce qui nous concerne, c'est la métropole de Lyon, c'est que les solutions aujourd'hui qui sont proposées ne sont pas à la hauteur des enjeux. Je rappelle que s'ils vont jusqu'au critère 2, c'est la moitié du parc automobile qui disparaît. Vous mettez 10 voitures aujourd'hui devant chez vous, il y en a 7 qui iront à la casse d'ici 2026. Ça n'est pas envisageable, ça n'est pas
concevable. C'est sur le critère 2 Oui. qui vont effectivement plus vite que ne l'impose la loi, puisqu'il le propose Non, dès 2026. la loi ne parle pas du critère 2. Et sur les critères 2, on parle du coup des voitures diesel, et ce sera les voitures essence qui auront plus de 12 ans à ce moment-là. C'est sur cette partie-là que vous vous opposez. Vous êtes plutôt favorable aux autres mesures, si Moi, je suis favorable à l'application de la loi. Ni plus, ni moins. Mais je dis bien ni plus, ni moins. Ils vous ont entendu sur une dérogation que vous avez demandé, qu'elle puisse être ouverte aux gens qui n'habitent pas la métropole. Finalement, il y a un peu d'écoute aussi, ou Non, mais je pense que, si vous voulez, tout ça va terminer un peu en eau de boudin. Enfin, il faut être clair. Il va y avoir tellement de dérogations que l'illisibilité de cette mesure, en fait, viendra uniquement à une notion d'affichage. On le voit bien aujourd'hui avec l'exécutif de la métropole. Ce qui compte, c'est de l'affichage. Ça n'est pas aller dans le fond. Et ils veulent mettre de l'idéologie de partout. Non, il faut être pragmatique. Simplement, aujourd'hui, il y a des périodes où on peut le faire plus facilement que d'autres. Alors on dit c'est jamais la bonne période. Néanmoins, je pense que quand même dans une période où aujourd'hui la principale préoccupation c'est d'être en capacité de faire face aux factures qu'on va recevoir, fait qu'on pourrait légèrement décaler certaines choses. D'ailleurs, je pense que même au niveau national, sur un certain nombre de décisions, il est envisagé peut-être non pas une remise en cause, mais peut-être un temps supérieur pour la mise en place d'un certain nombre de décisions nationales. Alors, on sait que dans les autres points sur lesquels vous êtes en divergence, il y a notamment la question du métro. Vous vous battez pour un métro à Caluire. Bon, c'était le cas sous Gérard Collomb avant. Finalement, ils vous font la même réponse. Ça coûte trop cher de prolonger la ligne B à Caluire et à Rieux. Mais il y a besoin d'une ligne forte sur le plateau nord. Il n'y a pas de solution évidente. On parle d'un tramway semi-enterré. On parle de bus à haut niveau de service. Est-ce qu'il y a des solutions alternatives au métro qui pourraient vous satisfaire ? Alors, tout d'abord, gouverner, c'est prévoir. Et quand on dit que ça coûte cher, si on additionne les heures perdues dans les embouteillages, si on additionne le coût de ce que génère la pollution là-dessus, le coût d'aujourd'hui et de demain et d'après-demain, bien évidemment qu'un métro, c'est cher. Mais l'intérêt d'un métro, c'est que si vous voulez, tout d'abord, c'est le meilleur moyen pour transporter le plus grand nombre de personnes dans un délai le plus court. Et quel que soit et pour vous, c'est le métro ou rien ? Mais ce n'est pas le métro ou rien, mais c'est principalement le métro. Enfin, on ne peut pas avoir une agglomération aussi importante et aussi attractive aujourd'hui et avoir simplement quelques bouts de métro. Il faut qu'on ait un plan métro, c'est ce que nous avons demandé de manière importante. Ça veut dire derrière un endettement fort d'une entité qui s'appelle le Citral. Je rappelle simplement maintenant l'AOMTL d'ailleurs, auquel on nous a exclus. Je rappelle qu'il n'y a aucun représentant de l'opposition dans cet organisme. Mais surtout, est-ce que vous n'avez pas voulu y aller ? Non, c'est pas qu'on n'a pas voulu y aller, c'est qu'à un moment ou à un autre, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Et dans l'approche qui a été faite... Ils ont proposé pas assez de sièges. Non, mais attendez, oui. c'est à la proportionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, soit on vous considère à la hauteur de ce que représente le vote des gens, soit on ne vous considère pas. Et je pense que la décision de l'ensemble des groupes de l'opposition a été de dire vous fichez de la figure du monde. Donc ça, c'est aussi un autre problème. Mais pour revenir au métro, le plan métro, il est d'autant plus important, c'est que les non-décisions d'aujourd'hui vont peser pendant très longtemps au détriment de l'ensemble des habitants de la métropole et des gens extérieurs de la métropole. Si on veut des alternatives concernant les transports, avant de restreindre les voiries, il faut être en capacité de proposer des alternatives, entre guillemets, performantes, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. On cite aujourd'hui les difficultés qu'il y a par rapport à des travaux au niveau de Roche-Cardon, mais aujourd'hui, il y a même des problèmes de nombre de chauffeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de chauffeurs de bus pour pouvoir emmener les gens. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est un sujet sur lequel je mais c'est un vrai sujet. C'est pas un problème particulièrement lyonnais, c'est un problème qu'on retrouve un peu partout en France, sur lequel il s'est engagé à trouver des solutions. Mais il faut un métro égale combien de bus ? Et combien d'opérateurs par rapport au nombre de gens transportés ? Ce sont des questions quand même qu'il faut mettre sur la table à un moment ou à un autre. Et je pense que les non-décisions ou les mauvaises décisions d'aujourd'hui vont peser lourdement sur le développement de la métropole. Sur les chauffeurs de bus, un des constats, c'est qu'aujourd'hui on recrute à Bac+2 et que les nouveaux chauffeurs qui coûtent assez cher à former restent assez peu longtemps, vont partir vers d'autres postes parce qu'il y a de la demande dans l'emploi. Donc la piste serait d'aller former des gens plus éloignés de l'emploi pour les garder plus longtemps. Aujourd'hui, vous savez, je crois que pour l'emploi, il faut rester très très modeste par rapport à ça. Il y a des vraies mutations qui sont en train de se faire. Je pense que là aussi, c'est une réflexion forte à avoir. Il y a bien sûr les niveaux de rémunération qu'il faut revoir, c'est évident, mais également les perspectives donc de carrière qui doivent se poser. Et là aussi, dans une période où il y a une tension sur l'emploi, où des gens refusent carrément d'avoir un certain nombre de missions parce qu'ils estiment que ce n'est pas suffisamment payé ou que les perspectives ne sont pas à la hauteur, eh bien, il faut quand même essayer de trouver intelligemment quelles sont les voies et moyens pour arriver à rendre à nouveau attractifs ces activités. Un mot sur l'un des gros dossiers qui arrivera dans les prochains conseils métropolitains, c'est la régie de l'eau.
Les écologistes ont fait le constat que pendant des années, on a beaucoup dit qu'il y avait eu de la corruption sur ces marchés, qu'il y avait eu un prix qui était payé par les habitants de la métropole beaucoup trop élevé. Est-ce que le principe d'une régie publique n'est pas positif ? Moi, vous savez, il n'y a pas d'idéologie là-dessus. J'aime bien simplement regarder les choses telles qu'elles sont concrètement. Aujourd'hui, la régie n'est pas encore en place, elle n'a pas encore fait la transition par rapport à l'ancien délégataire, et aujourd'hui, on a recruté beaucoup de gens à la métropole. À chaque conseil métropolitain passe de nouvelles délibérations, la dernière était à hauteur de 1 500 000 euros. C'est à la fin du marché que l'on regarde le résultat concret qu'il va y avoir. Donc, est-ce que demain, l'eau sera moins chère? Est-ce que la régie sera moins chère que le prestataire? Je n'en suis pas totalement persuadé. Deuxièmement, il y a un deuxième enjeu qui est important, c'est que vous l'avez compris, c'est quand on met de l'eau au début et ce qui reste à la sortie, il y a ce qu'on appelle le pourcentage de fuite. Et il y avait un contrat qui était très fort pour justement permettre de réduire cet élément-là par rapport à l'ancien délégataire, qui a même d'ailleurs dépassé les objectifs antérieurement. Demain, il va falloir être encore plus exigeant par rapport à ça. Est-ce que la régie sera en capacité de le faire? Je ne le sais pas. Mais pour l'instant, on a beaucoup de déclarations de principe. Maintenant, on regardera le résultat concrètement, mais on sera très vigilant, bien évidemment, pour l'intérêt de l'ensemble des habitants du Grand Lyon. Et dernièrement, pendant les passes d'armes qu'il y a eu à la métropole, notamment avec Nathalie Perrin-Gilbert, elle vous a reproché d'être finalement le rassemblement de la droite et de l'extrême droite, puisque vous avez élargi votre groupe à 5 élus qui ont soutenu Éric Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle. Eh bien justement, Madame Perrin-Gilbert s'est complètement trompée, elle le sait bien, c'est que notamment les gens qui ont porté leur parrainage à l'époque, donc c'était pour M. Zemmour, ils l'ont fait notamment dans le cadre de la possibilité pour que les candidats puissent présenter leur candidature. Je rappelle que le président de l'Association des maires de France a apporté son parrainage auprès de M. Mélenchon, qui, lors de la collecte des signatures, était très en retard. Donc, dès l'instant où il y a des engagements pour permettre à la vie démocratique d'exister, c'est un bel engagement. Et surtout, les amalgames n'existent pas. Et vous savez qu'il n'y a aucune ambiguïté. Dans le groupe La Métro Positive, nous avons été très nombreux à avoir des candidats du Rassemblement national à l'époque, du Front national contre nous. On n'a pas de leçons à recevoir, surtout par rapport à des gens qui font monter les extrêmes, alors que nous, on est là plutôt pour avoir un débat serein et surtout un débat démocratique. On m'a répondu sur Richard Brome, mais pas sur Christophe Girard. Mais c'est son problème. Christophe Girard, il a pris sa position, mais il n'est pas maire. Voilà. Dernier mot, on sait que vous préparez l'alternative en 2026, vous espérez avoir une opposition. Est-ce que, construire une opposition forte sur la métropole, est-ce que la démographie électorale ne vous est pas de plus en plus défavorable, y compris dans votre ville, à Caluire? Moi, je crois que simplement, il y a des attentes nouvelles de la part de la population. On ne peut pas partir dans le cadre d'une alternance souhaitée avec des schémas antérieurs. Ça veut dire que là aussi, il faut travailler en amont, il faut construire un projet qui soit à la hauteur des attentes des habitants. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne fera certainement pas une campagne avec la vision de faire une ville réservée à certains et les autres, surtout, ne venaient pas dans la ville. Non, c'est certainement pas notre manière de voir. Je pense que la métropole, c'est une métropole pour tous, pour l'ensemble des habitants, quelles que soient vos conditions et quelles que soient vos attentes. Mais bien évidemment, il faut tenir compte des nouvelles réalités qui s'imposent aujourd'hui à nous. Quand on voit le programme des dialogues de Jean Moulin, vous avez organisé la semaine dernière à Caluire, on a l'impression effectivement qu'il y a de nouvelles thématiques que vous souhaitez aborder. C'est lutte contre les injustices, légitimité, désobéissance. Vous allez finir dans une ZAD à Caluire. Désobéissance civile. Non, je crois que si vous voulez, ce qui manque aujourd'hui aux formations politiques et de manière générale, c'est de réfléchir à demain, après-demain et après-demain. Les partis politiques ont leur rôle, mais les partis politiques doivent être accompagnés par des lieux de réflexion. C'est ce qui manque aujourd'hui, je pense, au niveau donc de la vitalité de notre démocratie. Nous, modestement, sur Caluire et Cuire, pour la 7e année, on a organisé des entretiens de Caluire et Cuire, Jean Moulin, dans cette approche-là, avec la thématique de légitimité, singulier ou pluriel. C'est important de réfléchir. Et c'est important de temps en temps de prendre le temps d'abord de faire un constat, de faire un certain nombre de prospects, puis surtout d'écouter. Non seulement d'écouter, mais d'entendre. Et ça fait du bien. En tout cas, c'est très régénérateur pour la démocratie. Philippe Cochet, je vous remercie. Merci à vous. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.